C'est parti. Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire de la communauté des territoires engagés pour la nature et collectivités engagées dans un atlas de biodiversité communale. Donc, Delphine de la direction régionale de l'OFB Occitanie qui vient de lancer l'enregistrement et moi-même de l'ARB sommes ravis de vous accueillir et nous transmettons nos vœux pour cette nouvelle année qui démarre avec plein de projets en faveur de la biodiversité à venir. Donc, on est parti pour 1 heure et demie ensemble jusqu'à midi pour ce premier webinaire de l'année 2025 qui fait partie d'un cycle de webinaires. On reviendra pour vous donner les dates des prochains en fin de webinaire. Sachez que donc on est sur Zoom et que du coup vous pouvez, comme Delphine l'a indiqué à ceux qui étaient connectés en début de réunion, allez faire un clic droit en bas à gauche de votre écran et puis inscrire votre nom et le nom de la structure comme c'est indiqué ici sur la slide. On va vous demander de couper vos micros pendant les interventions et toutefois, vous pouvez poser toutes vos questions ou faire des remarques ou partager peut-être du contenu dans le chat avec donc l'icône petite bulle là que vous pouvez voir en bas de l'écran. Si vous mettez chat, ce sera Delphine Young qui fera remonter toutes les informations et permettra aux intervenants éventuellement de répondre aux questions posées. Euh, donc aujourd'hui, nous avons un webinaire qui s'appelle S'adapter avec la nature en ville. On va parler de solutions qui allient à la fois les enjeux climat et les enjeux biodiversité, et ce dans le milieu urbain. On a vraiment zoomé sur cette thématique-là. Et c'est pour ça que Élise Martinez, donc ma collègue à l'ARB Occitanie, qui est chargée de mission solutions d'adaptation fondées sur la nature, vous présentera tout d'abord donc qu'est-ce qu'on entend par ce type de solution et montrera une diversité d'options, de solutions pour des multiples bénéfices, l'éco-bénéfice faisant partie de ces solutions fondées sur la nature. Et puis, on aura deux exemples de production et d'actions très concrètes, notamment la désimperméabilisation de cours d'école avec la commune de Colomiers qui interviendra. C'est une commune de Haute-Garonne. Et puis, une présentation également de Monsieur Jean Coëclin, qui est adjoint à la ville durable à la ville de Castelnau-le-Lez, dans l'Hérault, en fin de réunion. On va commencer par rebalayer un petit peu le décor sur les deux démarches volontaires qui vous rejoignent aujourd'hui dans cette communauté TEN-ABC, avec un petit zoom sur la reconnaissance territoire engagé pour la nature en Occitanie, pour encourager ceux qui ne le sont pas à se lancer dedans, et puis aussi rebalayer un petit peu ce que ça veut dire en Occitanie qu'être territoire engagé pour la nature. Eh bien, c'est se lancer dans une démarche de progrès, faire toujours mieux et mettre le pied à l'étrier pour les collectivités qui le souhaitent, d'avancer encore davantage dans la mise en œuvre d'actions en faveur de la biodiversité. Donc, tout ça, c'est piloté par l'État, l'OFB, les deux agences de l'eau et la région en Occitanie, et puis c'est l'ARB, donc la structure à laquelle j'appartiens, qui a la charge de déployer tout ça dans le territoire, c'est-à-dire d'organiser la candidature et la sélection des territoires, et puis aussi d'animer le réseau, donc avec des webinaires, par exemple, comme celui qu'on fait aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment d'engager les collectivités à faire mieux que ce qu'elles font déjà. Et on a vraiment une posture d'encouragement pour essayer d'avoir une démarche d'amélioration continue au sein des collectivités. Et puis un effet boule de neige aussi, se dire que une collectivité dans un territoire, elle peut embarquer aussi ses voisins. Et c'est vraiment l'idée de cette démarche territoire engagé pour la nature. On parle ici d'une démarche qui est nationale, qui est déployé à des échelles des régionales, qui a vocation à lancer des communes et des EPCI et qui est une reconnaissance pour 3 ans. Je parlais tout à l'heure de démarche d'amélioration continue. C'est vraiment l'idée au bout de 3 ans. Nous reviendrons vers les collectivités qui ont été engagées. Donc cette année, ce sera celle de 2022 pour faire un bilan de ce qui s'est passé, voir ensemble comment remonter une démarche de 3 actions. On ne demande pas plus de 3 actions pour être engagé dans le territoire engagé pour la nature et voir comment faire mieux toujours dans cette idée de démarche de progrès. Donc, s'engager dans le territoire engagé pour la nature, c'est répondre à un questionnaire. Donc là, je suis à votre écoute pour vous aider à faire émerger les progrès et répondre à ce questionnaire. Un comité de sélection qui va reconnaître un projet et faire en sorte que la collectivité accède à un club des engagés. Et puis cette évaluation dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir renouveler l'engagement au bout de 3 ans. Ce que ça apporte, TEN, c'est un accès à des
informations via des webinaires également, des lettres d'infos, etc. Et des informations assez fraîches sur les financements, ce qui permet aussi d'avoir des réflexes peut-être pour aller solliciter des acteurs financeurs. C'est aussi l'acquisition de connaissances, mais surtout la mise en relation avec éventuellement d'autres collectivités, avec d'autres expériences pour inspirer les collectivités et toujours aller de l'avant. C'est aussi pour une collectivité qui va intégrer le réseau, pouvoir être valorisée dans le cadre soit de vidéos, de podcasts. Ça a été le cas pour Castelnau-le-Lez via un podcast, pour Porte d'Ariège-Pyrénées très récemment via une vidéo qui vient de sortir en début de semaine et qui est très réussie. On pourra la partager sur les réseaux et à travers la communauté. Donc voilà, c'est faire partie d'un réseau, échanger, partager les expériences et être mis en avant. Euh, pour candidater, je vous ai dit tout à l'heure, ce sont trois actions. On a une diverse palette d'actions, dont les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Ça peut être des actions, on va vous expliquer juste après ce que c'est. Mais les ABC, Atlas de biodiversité communale, euh, dans lesquelles vous êtes pour partie déjà lancés, sont aussi des actions qui sont tout à fait éligibles d'un territoire engagé pour la nature. Et je laisse maintenant Delphine expliquer ce que sont ces ABC. Alors oui, en quelques mots, donc les atlas de la biodiversité communale, pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans le dispositif, parce qu'on sait que parmi les personnes qui sont connectées ce matin, il y a des collectivités qui sont engagées d'antenne et d'autres collectivités qui sont engagés dans ABC et parfois les deux démarches. Les ABC sont basés sur trois grands volets. Le volet connaissance qui passe par des inventaires, par des sciences participatives, le volet mobilisation des citoyens, des habitants du territoire et le volet préservation qui passe par l'élaboration d'un plan d'action en fin d'ABC sur la base des enjeux qui auront été déterminés pour définir des actions à mener en post-ABC et intégrer les données dans les documents d'urbanisme si ceux-ci sont en cours de révision. Euh, Tu peux passer, Cécile. Cette démarche, elle se déroule maintenant sur 3 à 4 ans et il y a différentes étapes. Donc, effectivement, on passe par euh, la définition de l'état des lieux des connaissances, hein. On essaye de voir quelles sont les connaissances sur le territoire communal ou intercommunal concerné pour définir là où il va falloir mettre, on va dire, l'énergie pour réaliser les inventaires, pour compléter cet état des lieux des connaissances en fonction des manques et des zones à fort enjeu. Il y a le volet effectivement mobilisation des citoyens et ça passe par différentes cibles d'acteurs, hein, bien sûr, souvent les écoles, le grand public, mais aussi les entreprises, les associations locales. euh, les usagers du territoire, le monde de la chasse, de l'agriculture, enfin tous les acteurs du territoire peuvent faire objet de cette mobilisation en fonction des enjeux du territoire. Euh, le diagnostic va permettre de définir et de hiérarchiser des enjeux et tout cela va être formalisé dans une cartographie d'enjeux. Cette cartographie va être très utile notamment pour l'intégration dans les documents d'urbanisme, mais aussi pour la définition du plan d'action et des différentes actions qui vont se poursuivre, hein, parce que l'ABC, c'est le début de quelque chose. Donc, voilà en gros, mais vous aurez tous les éléments quand on vous transmettra les diaporamas, tous les liens pour aller plus loin sur ces sujets-là et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de précision. On peut passer. Donc, comme je vous le disais, les deux productions essentielles sont la cartographie des enjeux et le plan d'action. Voilà, merci. Et donc, je voulais simplement rappeler qu'il y avait près de 3600 communes qui étaient déjà couvertes par un ABC, donc un ABC soit communal, soit intercommunal. C'est un projet qui dure 3 à 4 ans, comme je vous le disais tout à l'heure. On peut passer. Et de vous dire que actuellement, on a 95 projets lauréats. Et donc 69 communes, 26 intercommunalités, hein, ce qui couvre 330 communes à l'échelle de l'Occitanie qui sont couvertes par un atlas de biodiversité communale qui est soit terminé, soit en début de projet, soit en cours. Voilà, on peut continuer.
De vous dire aussi que cette année, la campagne de financement 2025, euh, il y a eu un petit bug sur la diapo, mais c'est pas très grave. Les cahiers d'accompagnement ne sont pas encore consultables sur le territoire. On attend que la loi de finances soit votée pour que les budgets soient engagés sur 2025. Mais on a une enveloppe d'à peu près 8 millions d'euros cette année à l'échelle nationale. Le plafond d'aide est toujours le même, hein, 250 000 euros par projet. Et l'OFB vient financer un ABC à hauteur de maximum 80% des dépenses éligibles. Euh, voilà. Ah si, peut-être juste, Cécile, revient un tout petit peu en arrière, de vous signaler pour ceux qui veulent s'engager que les dossiers peuvent être déposés dès que Aide Territoire sera ouvert, donc au fil de l'eau, mais on va réaliser deux relèves cette année, donc il y a deux dates importantes, le 17 mars et le 16 juin, c'est-à-dire que le 17 mars, on va relever tous les dossiers qui auront été déposés avant. Et le 16 juin, on viendra relever l'ensemble des dossiers déposés sur démarche simplifiée, pardon, pas sur un territoire, sur démarche simplifiée, avant cette date. Voilà. Et peut-être de vous dire aussi, si tu veux revenir en arrière, Cécile, juste de vous dire donc qu'avec Cécile Bedel, on anime, on a souhaité animer, co-animer ces deux réseaux, ces deux communautés, le réseau des porteurs d'ABC, les collectivités engagées dans Territoire engagé pour la nature. Et on vous présentera tout à l'heure effectivement les prochaines dates pour le cycle de webinaire 2025 et de vous dire aussi qu'il y a une plateforme d'échange sur Rezana qui a été ouverte récemment pour que vous puissiez échanger, partager des expériences, vous poser des questions et disposer d'un annuaire partagé de collectivités engagées dans ces dispositifs. On organise également chaque année des rencontres terrain pour que les collectivités puissent aller voir sur le terrain des actions concrètes mises en place. Et donc, elles ont lieu deux fois par an dans la période de mai-juin. À des endroits un peu éloignés d'Occitanie pour que tout le monde puisse pouvoir s'y déplacer. Les lettres d'info, je reviens pas dessus, Cécile en a parlé, et on va vous mettre dans le chat, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la plateforme d'échange, le lien d'inscription. Voilà, c'est tout bon pour moi. Bon, nos contacts sont à la suite de ce diaporama. Donc, pour tout ce qui est territoire engagé pour la nature, n'hésitez pas à me contacter. Et Atlas de biodiversité communale, vous avez compris, c'est Delphine. Je vais proposer tout de suite à Élise de partager son écran et Élise qui va nous expliquer ce que sont les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature et nous montrer, via des exemples très concrets, quelles sont les options pour mettre en œuvre ces solutions. Élise? Bonjour à tous, j'écoute la vidéo pour stabiliser la connexion et je vous partage mon écran. C'est parti. Donc, je vais commencer comme prévu avec une présentation des solutions fondées sur la nature en ville. On peut passer à la diapo suivante. Donc, on veut s'adapter en ville, oui, mais à quoi? Vous le savez déjà, nous parlons ici de l'adaptation au changement climatique et c'est impossible de dire précisément le climat dans une région spécifique, mais les projections nous font cibler l'adaptation à l'augmentation des vagues de chaleur, du nombre de nuits tropicales, c'est-à-dire supérieures à 20 degrés, qui augmentera fortement, et l'adaptation aussi à des sécheresses et des fortes précipitations. On peut aller à la slide d'après. Donc, en milieu urbain, les conséquences de ces changements climatiques sont l'augmentation des effets d'îlots de chaleur urbains et des risques d'inondation et de pollution dus au ruissellement des eaux de pluie ainsi que des risques de crues. C'est la suite. Et donc, on a une trajectoire qui a été définie au niveau national d'un réchauffement à plus 4 degrés. Et en réponse à cette projection, la stratégie globale va reposer sur l'évitement de ce qui deviendra ingérable avec des stratégies d'atténuation et la gestion de ce qui devient
ce qui pourrait être inévitable, avec des stratégies d'adaptation pour les uns. Alors, un paramètre à avoir en tête lorsqu'on a des projets d'adaptation, c'est d'éviter la maladaptation. Cela implique un nombre de questions à se poser en amont sur les actions qu'on va vouloir mener. Vont-elles ou risquent-elles de reporter la vulnérabilité dans le temps ou alors vers un autre site ou territoire que celui qui est concerné directement par le projet? Vont-elles ces actions aussi le faire sur d'autres systèmes ou écosystèmes? Est-ce qu'il existe un risque que les actions qu'on envisage constituent un facteur d'aggravation lié aux incertitudes climatiques dans le futur? Approche dite verte, avec la nature comme solution, qui est le sujet d'aujourd'hui, mais elle est complétée par des approches appelées douces, qui incluent la gouvernance, les partages d'informations, la participation des usagers, ainsi que, mais seulement si nécessaire, des approches en complément pour impliquer des infrastructures et de la technologie. Et là, la question, c'est quels sont les principes qui soutiennent de vouloir généraliser et considérer de manière systématique l'approche verte en première intention. Tout d'abord, comme vous le savez déjà certainement, il y a le fait que les écosystèmes fonctionnels fournissent de nombreux services à nos sociétés, donc qui sont partis en trois catégories: services d'approvisionnement, de régulation et enfin les services culturels. Et d'après vous, quelle est l'économie française sur ces services nature? Donc, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez écrire votre réponse dans le chat. Alors, petit temps de pause. Alors, c'est vrai, Élise, on t'entend un petit peu haché. Ah, d'accord. Désolée. C'est vrai que je ne sais pas comment régler ce souci, mais bon. Alors, petit temps de pause si vous voulez réagir dans le chat et répondre à cette question. Les techniques, en fait, sont à l'origine de 44, enfin, pardon, des activités économiques. Enfin, les activités économiques dépendent notamment sur les services marchands à 44% de la nature, sur les services écosystémiques qu'a cité Élise jusqu'à présent. Effectivement, on ne mange pas de cailloux, donc toute l'alimentation, par exemple, dépend de la biodiversité, mais aussi tout ce qui va être médicinal, tout ce qui va être aux matériaux de construction, par exemple, etc., etc. Donc, il y a énormément de liens très directs avec nos activités. Me Et revoilà. Désolée. nous sommes pas, mais cette biodiversité est en crise et l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité, a émis 5 causes majeures de l'érosion de la biodiversité. Et Elise, je te redonne la parole pour Pas de souci, continuer. je suis vraiment désolée. Donc, tu peux passer à la diapo suivante, si je vois bien. Donc, en fait, j'espère que je vais pas répéter trop ce que tu viens de dire, Cécile, mais en gros, c'est dans la continuité des deux constats de crise climatique et de la biodiversité que le GIEC et l'IPBES, qui est un peu l'équivalent du GIEC, enfin, qui est complètement l'équivalent du GIEC sur la question de la biodiversité, ils ont travaillé ensemble et ont produit un rapport commun qui statue que le climat et la biodiversité sont interdépendants, notamment par les cycles de la matière et les échanges d'énergie qui ont lieu. Et cette interdépendance, elle est due à l'influence du climat sur la biodiversité, à travers par exemple la pluviométrie, la température. Et la biodiversité, elle influence le climat par son rôle dans le cycle du carbone, par exemple. Les changements climatiques vont provoquer des changements d'aire de répartition ou de disparition d'espèces et donc perturber les écosystèmes, tandis que la perte de la biodiversité va, elle, impacter le climat, par exemple via le relargage du carbone qui était stocké, ou alors des modifications de l'évapotranspiration des végétaux. Donc, on peut passer à la suite. Et aujourd'hui, donc, nous faisons un focus sur le milieu urbain, mais tous les milieux sont concernés par l'augmentation des risques naturels liés au changement climatique. Et en réponse à, à ces impacts, on peut aller sur la slide suivante, il existe une grande diversité d'actions qui sont sources de solutions pour s'adapter et qui sont basées sur le bon état et le bon fonctionnement des écosystèmes, donc en réponse aux îlots de chaleur urbains ou au dépérissement des végétaux,
ou aux inondations, on va avoir des actions de création d'îlots de fraîcheur urbains, euh, des, des projets qui vont permettre l'infiltration de l'eau pour une meilleure gestion des eaux pluviales. Et je vais continuer avec un focus sur la définition précise des solutions fondées sur la nature, donc qui ont été définies par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ce sont des actions qui visent à protéger, à gérer de manière durable ou à restaurer des écosystèmes, donc qui sont naturels ou modifiés, et ceci pour relever directement le défi de l'adaptation au changement climatique de manière efficace, adaptative, avec comme objectif d'assurer le bien-être humain et de produire des bénéfices pour la biodiversité. Donc, c'est deux objectifs conjoints. Et puisque c'est un petit peu long à dire, solution d'adaptation fondée sur la nature, on parle aussi de SFN pour l'adaptation ou de SAFN. Donc, vous pourrez croiser l'une ou l'autre de ces abréviations. Donc, il existe un standard mondial avec des critères différents qui développent ce concept, mais on va aller se focaliser sur la mise en œuvre un peu plus concrète directement. Donc, on peut passer à la voilà, diapo suivante, merci. Donc, une première étape va être d'identifier quel est le défi d'adaptation auquel le territoire est confronté et donc de réaliser un diagnostic de la vulnérabilité du territoire et des différents enjeux. Donc là, par exemple, la ville de Toulouse a réalisé son atlas climatique. Ça lui a permis d'avoir une cartographie des îlots de chaleur potentiels et c'est une donnée qui a pu être incorporée dans la planification. Il y a aussi la démarche TACT portée par l'ADEME, qui est un outil à votre disposition sur lequel vous pouvez créer votre espace de diagnostic pour votre collectivité. Donc, l'étape d'après, une fois qu'on a un diagnostic, c'est de déterminer quelles sont les actions s'appuyant sur la nature qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur le territoire. Donc, on a parlé de diagnostic de vulnérabilité au changement climatique. Mais il va falloir aussi connaître la biodiversité du territoire ainsi que les espaces de nature et leur état. Donc tout ça va permettre de définir des actions à mettre en œuvre avec des degrés d'intervention plus ou moins grands et un coût pour la collectivité qui en général va diminuer avec le niveau d'intervention. Et ici, j'ai quelques exemples à vous montrer. Ce sont des zones qui ont été identifiées comme stratégiques et qui sont aujourd'hui protégées. Donc, par exemple, le parc du Plan de la Garde, l'image en haut à gauche, c'est une zone humide d'une grande richesse en biodiversité et qui protège en fait l'aire urbaine de Toulon des inondations en jouant le rôle de bassin de rétention naturelle. Donc, pour le créer, le département du Var s'est associé aux communes de la Garde et du Pradet. Ils ont acquis des terrains à partir des années 90 dans le but de la préserver. En bas à gauche, on a un îlot de fraîcheur qui a été aussi préservé. C'est une réserve écologique au sein d'Épinay-sur-Seine, avec un accès au public qui est possible, mais restreint pour préserver une partie de la zone en libre évolution sans accès humain. Et donc, en fait, le fait de protéger les zones humides, comme c'est noté, ça coûte 5 fois moins cher que de compenser les pertes des services qu'elles vont nous rendre. Et je termine cette diapo avec en bas à droite un exemple en Occitanie, à Blagnac, où il y a une friche qui a été préservée, donc qui est devenue une prairie urbaine et qui est gérée avec une fauche tardive, avec un panneau explicatif sur cette gestion auprès des habitants. Et une petite question sur la différence entre un sol urbain et un sol naturel. Quelle est la différence en termes de ruissellement entre ces deux recouvrements de sol, d'après vous? N'hésitez pas à répondre dans le chat à cette question si vous avez des idées. Donc, on peut peut-être s'il y a des réponses déjà. Pour l'instant, je ne vois pas de réponse. Sinon, je peux moi apporter la réponse s'il n'y a pas trop de. Alors, en fait, la différence entre les deux, c'est de 45%. Une couverture naturelle va réduire de 45% le ruissellement. Et c'est donc intéressant de chercher à rendre leur perméabilité au sol dans les villes. Donc ici, on a des exemples de projets de désimperméabilisation associés à de la végétalisation, ce qui va pouvoir en fait, combiner la réduction des risques inondations grâce à l'infiltration de l'eau pluviale à l'endroit où elle tombe et l'apport de fraîcheur par la végétalisation. Donc, ces actions peuvent concerner des nombreux aménagements. Ça peut être réalisé au niveau de parking, de cheminement piéton, de places, comme vous voyez sur les photos, aussi en pied de façade. Et il faudra être vigilant sur la composition du sol, qu'il soit bien décompacté et vivant,
car ça participe aussi à la bonne santé des végétaux ensuite qui sont plantés, de même que des fosses assez larges et continues en pied d'arbre qui sont à favoriser. Il y a un contre-exemple en haut à droite. Donc, on peut poursuivre avec ici d'autres exemples d'aménagement que sont les arbres de pluie ou les jardins de pluie qui vont permettre d'infiltrer les eaux pluviales. Et la création, pareil, de bassins d'infiltration qui peuvent aussi faire l'objet d'usages multiples, comme sur les photos de droite. Et au centre, on a eu un projet de réouverture d'un cours d'eau. Donc on voit qu'il y a aussi une amélioration paysagère qui est associée. Donc pour terminer sur ces petits exemples, là, d'après vous, on peut passer à la diapo suivante. Quelle est la différence enfin, de coût entre un enrobé imperméable et une dalle enherbée? On peut peut-être Donc, laisser on l'a vu par exemple sur les parkings. quelques minutes aux participants pour essayer de répondre à cette question Voilà. sur la différence de coût entre un enrobé imperméable et une dalle enherbée. En fait, ce que tu veux savoir là, Élise, c'est est-ce que c'est moitié moins cher? Est-ce que c'est Oui, voilà. Est-ce cet que c'est ordre-là voilà, ou le même prix ou pas? ou plus cher? Voilà, peut-être aussi. Enfin, voilà, savoir si les gens qui participent là aujourd'hui, si vous avez une idée de ce que ça représente en termes de coût. Ah, alors, on a 4 fois plus cher pour l'enrobé. On a 60% plus cher, j'imagine, pour l'enrobé. Eh oui, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut compter le temps d'entretien par les agents de dalle enherbée qui est certainement plus coûteux le temps que d'entretenir un enrobé classique? C'est une bonne question. Voilà, Élise, je te redonne la parole. Ouais. Alors, pardon, je reviens sur Ouais, la... on l'a. Un enrobé imperméable, 103 euros et des dalles enherbées, 55 euros, donc 2 fois moins cher. Ouais, Et ça, je ne pense pas que ça prenne en compte effectivement l'entretien. l'aspect entretien futur de ces deux. Oui, ça va être aussi intéressant de combiner ces projets avec peut-être des changements de pratiques dans la gestion des espaces verts, avec de la gestion différenciée, etc., qui peut aussi réduire à certains endroits le temps de travail justement et d'entretien au niveau de la commune ou du territoire plus largement. Donc je continue avec quelques autres chiffres clés sur les effets de la végétalisation. Donc 30% de végétalisation supplémentaire, il a été montré que ça permet de réduire de 2 degrés la température locale. Et plus précisément, les façades végétalisées, comme vous en voyez quelques images ici, de préférence par des plantes grimpantes en pleine terre, peuvent réduire voilà, la température lors des pics de chaleur de 4 à 6 degrés, donc ce qui n'est pas négligeable dans des rues et des ruelles souvent très minérales. On peut passer à la suite. Donc, on va avoir aussi, dans un projet de solution fondée sur la nature, le besoin de s'assurer, comme on l'a vu, des bénéfices pour la biodiversité. Et donc, pour pouvoir le faire, il est nécessaire d'avoir des connaissances sur la biodiversité du site. Donc, on va pouvoir réfléchir à des indicateurs de suivi. Ils vont permettre de témoigner du bon état de l'écosystème et de voir le gain pour la biodiversité, éventuellement de réajuster le projet au vu des résultats, si besoin. Donc, toujours ça rejoint un peu la dynamique des ABC, de la volonté d'amélioration euh, permanente. On peut continuer avec un autre aspect des projets je vais poursuivre avec l'exemple directement du projet de solution fondée sur la nature du quartier Renoir à Portée-sur-Garonne. Son efficacité, elle a été assurée par un dimensionnement adéquat, donc face à des inondations récurrentes. Le projet a associé la désimperméabilisation, la création et la végétalisation de noues et de jardins d'infiltration, mais ça à l'échelle du quartier. Et cette démarche, elle a ensuite été déployée dans d'autres quartiers de la ville, et elle a aussi pris en compte l'entretien futur des sites qui a été anticipé dans tous les projets menés au fur et à mesure. Le point suivant sur les solutions fondées sur la nature, c'est qu'elles encouragent l'évaluation des coûts, des bénéfices et des risques qui sont associés au projet en amont du projet. Et c'est à la fois, on parle de coûts, bénéfices et risques directs et indirects
à la fois pour le site concerné, mais aussi ceux qui sont alentours, dans l'objectif de limiter les risques de report de vulnérabilité dont j'ai parlé au début de la présentation. Donc, ça sera aussi bien important d'identifier les co-bénéfices qui vont ressortir du projet, parce qu'il y en a souvent beaucoup. Donc, un projet favorable à la biodiversité, aux écosystèmes, ça va participer à la préservation de la ressource en eau, à la fois en termes de qualité et de quantité. Il va réduire aussi la pollution urbaine, améliorer le cadre de vie. Et cette amélioration du cadre de vie est d'ailleurs un aspect qui ressort beaucoup dans les retours d'expérience, ainsi que l'amélioration de la santé, à la fois physique et mentale pour les habitants. Je vais passer rapidement sur un des aspects aussi intéressants, c'est de disséminer et pérenniser les projets en les intégrant dans tout ce qui est réglementation, planification, en réalisant des partages d'expériences. Donc, il y a différents, par exemple, la Fédération nationale des agences d'urbanisme a publié en 2022 un dossier sur le sujet que je vous invite à consulter si ça vous intéresse d'approfondir. Et comme on a perdu un peu de temps, je vais passer directement à la suite. Et pour aller un peu plus loin, donc il y a des ressources qui ont été créées. Donc il y a une publication spéciale pour les élus qui a été créée en 2024 par l'OFB. Donc la première, elle présente de manière plus détaillée des arguments en faveur des SAFN et renvoie vers des ressources plus spécifiques au type de projet que vous voulez mettre en œuvre. Donc si on va sur l'onglet Solutions, on arrive sur cette page que vous voyez à gauche où vous pouvez choisir Je veux rendre ma ville plus durable, ce qui vous amène ensuite à une page où vous allez pouvoir sélectionner le type de projet que vous voulez mettre en œuvre. Euh, donc après, on peut continuer. On arrive sur la page dédiée précisément sur cette solution avec des retours d'expérience très complets qui sont présentés. On a aussi, en complément, pour rendre plus locales les actions, l'utilisation des ressources du guide Planton local en Occitanie. Donc, on vous renverra les liens. Il y a différents fascicules très spécifiques aux différentes actions et un outil web qui a été développé. Et pour terminer sur l'approfondissement, en complément de la première publication en ligne dont j'ai parlé, il y a une publication qui est plus orientée méthode et ressources techniques, mais qui fonctionne sur le même principe avec plutôt un public, des services techniques. Voilà, donc ça va être deux publications qui sont complémentaires pour la conception des projets. Et je vais terminer avec une petite page de rappel, voilà, sur les financements possibles. Sur le portail Aide Territoire, vous pouvez appliquer un filtre thématique SAFN au moteur de recherche qui va vous cribler des aides disponibles. Et le site de l'ARB possède une page qui répertorie les dispositifs de financement mobilisables. Donc, pour terminer, j'aimerais conclure sur l'intérêt de ce concept solution fondée sur la nature pour l'adaptation. C'est à la fois qu'on peut mobiliser des financements et des aides dédiées à la préservation de la biodiversité et dédiées à l'adaptation au changement climatique. Et je vous remercie pour votre écoute. Désolée d'avoir un peu débordé avec ces problèmes aussi de connexion. Merci Elise. Sur la fin, c'était beaucoup plus fluide en termes de son, pas de souci. Ok, super. Euh, Pendant que peut-être vous pouvez inscrire dans le chat vos questions, je vais vous passer le nuage de mots et je vous Super. laisse réagir avec Delphine. Oui, le temps que Cécile affiche les résultats du nuage de mots tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je les relayerai auprès de notre collègue Élise sur ce volet-là. Après, il y aura deux autres temps d'échange. Donc, après les deux retours d'expérience, vous aurez aussi des moments possibles de questions auprès des deux collectivités qui interviendront juste après. Voilà le nuage de mots qui apparaît. Alors, biodiversité qui ressort en plus gros, c'est pas mal quand même. Oui. Ah oui, c'était très riche. Effectivement, beaucoup de notions que tu viens d'aborder, Élise, en parlant de solutions fondées sur la nature. La nature, ben, biodiversité, finalement, quand on parle de nature, si ça fait tilt, biodiversité, c'est plutôt
un bon signal et associé à ça, la végétalisation. Donc, c'est vrai que dans les solutions en ville, notamment, ce que tu as évoqué avec la désimperméabilisation, puis la revégétalisation, avec parfois le laisser-faire pour améliorer un aspect paysager, ou encore la plantation d'espèces locales, toujours pour développer la biodiversité, associée à un changement de pratique pour la gestion des espaces verts, c'est des choses qui sont intéressantes et qui apparemment aussi sont des réflexes, en tout cas, que vous associez à solutions fondées sur la nature et c'est intéressant. Euh, on parle aussi, il y a tout un champ lexical autour des écosystèmes, de la nature, des zones humides, etc. Donc tout ce qui est espace naturel, tout ce qui va être aussi un peu faune-flore, on voit un peu abeilles, on voit vers, on voit euh, l'humain. J'ai envie de dire la biodiversité, c'est aussi ça. Donc l'humain est bien rattaché à tout ça. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'on trouve de tout et notamment c'est vrai qu'associé au climat, au changement climatique, à l'atténuation, l'adaptation, on voit beaucoup la biodiversité qui ressort et c'est quand même la notion qui va être intégratrice de tout le reste pour l'adaptation au changement climatique et qui va nous apporter des solutions. Donc ça remet bien en perspective ce que tu disais sur les interactions dans un sens et dans l'autre entre biodiversité et adaptation au changement climatique. Donc merci Et beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? oui, il y a une première Oui, question, Élise, pour toi. oui, je l'ai vu, je suis en train Euh, de chercher. voilà, mais si tu n'as pas la source concernant les Je coûts l'ai pas là. de préservation des zones humides, si tu l'as pas immédiatement, c'est quelque chose qu'on pourra transmettre Oui, en même temps que les diaporamas après le webinaire. je la recherche. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ah, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut éventuellement poursuivre et puis peut-être que c'est sur les cas concrets, on va dire, que vous aurez peut-être le plus de questions à poser dans la suite du webinaire. Par conséquent, je propose à la ville de Colomiers de se connecter. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Berry Seven, qui est adjointe en charge de la transition écologique, Madame Sophie Boubidi, qui est conseillère déléguée au projet Dessine-moi ta cour, Madame Bigot, responsable du pôle espace public et chef de projet Dessine-moi ta cour, et Monsieur Seri, coordonnateur du projet éducation, culture, jeunesse. Et je crois que Isabelle Masdoa également, qui est donc chargée de projets autour des questions de biodiversité, est également présente. Donc bonjour à vous et merci d'être parmi nous pour nous parler de votre projet et de vos projets de désimperméabilisation de cours d'école. Bonjour à tous et à toutes. Donc, le projet qu'on va vous présenter, enfin le projet qui est déjà abouti, donc de Dessine-moi ta cour, se situe sur la ville de Colomiers, qui est dotée de 40 000 habitants, et nous recevons 320 familles à peu près tous les ans. Donc, l'équipe municipale qui a été élue en 2020 a fait de l'axe de la transition écologique son axe principal. C'est quelque chose qui est rentré déjà dans les dynamiques qui étaient déjà suivies sur les précédents mandats avec l'agenda 21, donc les 40 actions qui étaient menées. Donc, la ville de Colomiers est partie de ce projet que vous voyez en face. Donc ça, c'est quand les élus avec les techniciens se mettent au travail, ça donne ça. Donc, c'est toutes les galaxies qui font partie de notre ville. Et au niveau de la transition socio-écologique, on a travaillé sur les mobilités, les vies fertiles, la maison de transition écologique, les conseils citoyens de transition écologique. Et donc, c'est de végétaliser à partir de 40% à peu près, c'est bien ça, je crois, 40% sur le territoire. Voilà. Et donc, on va laisser la parole à Sophie Boubidi. Je me permets juste une toute petite intervention. Vous avez un micro très très sensible dans votre salle et à chaque fois que quelqu'un bouge un cahier, on l'entend fort dans le micro et comme vous êtes nombreux, voilà, il y a quelques bruits parasites voilà, au niveau de la salle. On va le baisser, le micro, vous nous dites si ça va mieux pour vous, comme ça. Non, mais c'est peut-être pas nécessaire de le baisser, mais peut-être juste... On l'a bougé de place, je veux dire. Est-ce que ça va mieux comme ça? oui, Oui? oui, ça semble aller mieux. Ah, on passe à l'autre slide.
Alors, nous allons vous présenter les contextes et enjeux du territoire. Rapidement, eh bien, le contexte est une croissance démographique importante, comme vous l'a rappelé Madame Berry-Sevel, qui entraîne une artificialisation des sols. Nous sommes confrontés, comme toute Occitanie, au changement climatique et donc il est important de pouvoir s'adapter. Le contexte et enjeux du territoire. Donc, nous avons, après avoir défini ce contexte, nous avons l'équipe municipale avec Karine Traval-Michelet, le maire de Colomiers, développé le projet de Dessine-moi ta cour et en particulier sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec la réflexion de l'école Jules Ferry. Alors, l'école Jules Ferry, c'est une école qui a plus de 60 ans, qui est située dans un quartier politique de la ville, dans un secteur très urbanisé, avec de grands ensembles d'habitations. Et comme vous pouvez le voir sur la carte à droite, qui se situe en plein milieu d'un îlot de chaleur urbain. Assez, je pense. Alors, la cour, là, vous avez des photos qui représentent cette cour avant le projet. C'est une cour très grande, c'est la plus grande cour d'école que l'on a sur Colomiers, qui fait pratiquement 1 hectare, dont 85% de cette cour était constituée d'enrobés de couleur sombre. Elle est annexée à un plateau sportif, des préaux, une zone enherbée, mais très, très, très limitée, pratiquement pour dire inexistante. Un parvis qui est inhospitalier. Et sur ces 1 hectare, il y avait une quinzaine d'arbres en mauvais état et qui n'apportaient aucun nombre, avec des arbres vraiment qui n'avaient aucune possibilité de grandir. Alors, pour répondre à ces enjeux, ces ambitions, une série d'objectifs relativement transversaux. Le premier, lutter contre les îlots de chaleur et renforcer la place de la nature en ville, améliorer la gestion de l'eau de pluie. Ces éléments font d'ores et déjà écho avec la présentation de Madame Martinez tout à l'heure. Développer des espaces végétalisés et sensibiliser aux enjeux de la transition écologique. On va le voir, on est dans une école. Donc, c'est bien dès le plus jeune âge, finalement, de pouvoir avertir, informer et sensibiliser. Travailler aux côtés des enfants, de la communauté éducative sur le fonctionnement d'une cour concertée. On y reviendra. Colomiers bénéficie d'un ancrage participatif fort. Et on a différentes instances sur lesquelles on peut s'appuyer. Un conseil citoyen de la transition écologique, des comités de quartier, on va le développer tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est très ancré à Colomiers dans les pratiques et forcément qui s'est vu expérimenter de nouvelles fois à travers ce projet. Et puis le dernier objectif, on sait toute l'influence positive du cadre et de l'influence sur les apprentissages finalement de la nature pour les bénéfices en lien avec les apprentissages des enfants. Et donc, effectivement, on l'a vu sur les slides précédents, on avait une cour qui était inhospitalière, si on peut le dire comme ça. Gardez ces images en tête. On va voir qu'à l'issue du projet, on a quelque chose qui est totalement différent. Alors, un projet ambitieux comme celui-ci ne pouvait pas se faire sans la participation évidemment des enfants, puisque le projet politique s'appelle Dessine-moi ta cour et qu'on intervient dans une école proprement dit là sur le sujet. On a commencé donc le projet par une concertation auprès des enfants
J'insiste sur le fait que ce sont bien les enfants qui ont dessiné leur cours et qu'aujourd'hui, c'est le fruit de la pensée des usages des enfants avec leurs desiderata. Alors effectivement, il a fallu cadrer aussi la concertation. Mais du coup, c'était important de travailler avec un groupe de travail. Alors, on n'a pas pu travailler aussi avec, avec les 280 élèves de Jules Ferry. Donc, on a identifié les petits ambassadeurs et avec un groupe de 24 enfants, on a mené 5 ateliers de concertation avec un partenariat donc, avec le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui nous accompagnait avec des documents pédagogiques, des fiches de travail très, très ludiques. Les 5 ateliers ont été crescendo dans l'accompagnement des enfants, c'est-à-dire que du premier à la découverte, la sensibilisation à la nature, parler du vivant, et puis qu'est-ce qu'ils attendaient finalement des bienfaits de la cour. Jusqu'au 5e atelier, où on a fait une présentation effectivement à toute la communauté éducative, les parents d'élèves, les élus, les techniciens, enfin tous les acteurs finalement du projet. Ce projet a plusieurs dimensions, évidemment. Après la dimension participative, on a bien évidemment la dimension environnementale, avec un principe de déminéralisation de la cour. Sophie l'a rappelé, c'était près d'1 hectare, donc 10 000 mètres carrés à gérer. On a désimperméabilisé la cour sur 70% de la surface au bénéfice de zones perméables, que ce soit du gazon, des copeaux, des zones enherbées. Et puis considérablement la végétalisation de la cour. Au-delà des usages, donc on verra, mais effectivement, on a mixé les usages, que ce soit le sport, la découverte. Si vous voulez, dans l'aménagement de la cour, on a vraiment identifié plusieurs usages et plusieurs besoins des enfants. Il fallait des zones sportives dynamiques, des zones plutôt calmes, nature, des zones de lecture, des zones de repos, des zones d'apprentissage avec des estrades, on verra plus tard, on peut faire la cour en extérieur. Et in fine, on arrive à 155 arbres sur la cour d'école. Donc, on en a planté 140 et on a préservé le patrimoine existant en grande majorité avec la suppression de quelques arbres, comme Sophie disait, qui étaient très, 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 très malades. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout simplement, comme la majorité des cours d'école, une petite réservation avec du sol souple collé de l'arbre. On voit, effectivement, vous voyez, il y a des petites cabanes. Sur les photos, on voit des jardins potagers. Alors, la ganivelle que vous voyez, donc la clôture en bois, c'était de manière provisoire. On l'avait expliqué aux enfants qu'un gazon, voilà, il fallait lui laisser le temps de s'enraciner. Donc ça a été aussi bien appréhendé. J'ai envie de dire que tout a bien été appréhendé parce que tout a été expliqué aux enfants, tout a été expliqué aux équipes éducatives. Et finalement, quand on explique les choses et que la nature prend du temps à s'installer, on fait l'effort d'attendre. Et puis après, aujourd'hui, les enfants jouissent des pelouses, ils courent partout. Donc les ganivelles que vous voyez sur la photo ne sont plus présentes sur site. Et puis à droite, vous voyez effectivement, et c'était important dans le cadre de la sobriété du projet, cette notion de réemploi. Ce sont des dalles d'enrobé, donc l'enrobé qui a été décrouté de la cour, de l'ancienne cour, avec un petit façonnage pour essayer d'imbriquer les pas japonais les uns dans les autres. Et en fait, ça marque, quand on voit la photo aérienne, ça marque quand même une belle diagonale. C'est un élément structurant de la cour. Donc là, c'est en cours dans milieu de projet, mais effectivement, donc le pas japonais, cette grande diagonale, se situe maintenant sur un sol en copeaux. Donc le reste du décroutage de la cour a été concassé, a été remis en 0,20 en sous-couche du nouveau plateau sportif. Voilà, donc on baisse considérablement le bilan carbone là, sur le chantier. Pareil, sur la dimension environnementale, on voit sur la slide en bas à gauche une grande aire en copeaux avec une structure en robinet, une structure de jeu. Donc ça, c'est pareil, c'est un souhait des enfants de pouvoir grimper, de pouvoir
jouer sur une aire de jeu. Donc, on est resté dans le concept du bois, accompagné de piquets de bois. Donc, ce sont simplement des piquets qui ont été installés à côté de l'aire de jeu. On a mis également c'est un grand succès, des boules de granit. On les aperçoit sur la photo de droite. Ah oui, tu peux mettre la souris dessus. Le petit îlot, les petits cailloux, oui, voilà, on les voit là. Et à droite, on les voit ici, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, ce sont des rochers de granit qui permettent l'échange, qui permettent de grimper. Enfin, voilà. Donc, plusieurs éléments comme ça, naturels, qui viennent agrémenter la cour. Donc, on voit bien à droite, effectivement, la partie plateau sportif avec une ligne assez sinueuse de la piste d'athlée qui crée aussi une dynamique sur l'espace sportif et puis un petit peu de couleur aussi. On est quand même dans une école, donc avec un plateau sportif en design actif et puis un gros splash qui marque l'arbre à basket qui permet la pratique du basket à différentes. Le panier de basket est positionné à différentes hauteurs, ce qui permet de balayer aussi CP, CM2. Hein. On est vraiment dans une cour pour les usages pour tous. Parce que CP, CM2, il y a aussi une différence d'âge. Et puis dans le fond, vous avez des blocs d'escalade qui participent aussi à la pratique du sport. Et alors en haut à gauche, on voit légèrement les plattelages bois qui permet effectivement la classe en extérieur. C'était une volonté aussi des enfants de sortir du bâtiment sur des belles journées ensoleillées, de partir dans la cour et puis d'aller faire la classe en extérieur. Alors, il n'était pas vraiment prévu de le dire ici, mais on a une vue en hauteur qui nous permet peut-être de le préciser à ce moment. Sophie Loubidi le disait tout à l'heure, finalement, cette école, elle s'ancre dans un territoire particulièrement dense et urbain. Et le choix qui a été fait, c'est aussi de permettre l'accès à l'ensemble de ces équipements en dehors du temps scolaire pour, on va dire, la majeure partie de la cour, c'est-à-dire tout le plateau sportif est désormais accessible aux habitants du quartier, raison pour laquelle, notamment, les enfants ont renommé cette cour leur cour-parc. On voit aussi ici la palissade qui va, lors du temps hors scolaire, être cloisonnée. Et donc, on n'a pas l'autre partie de la cour ici, mais voilà, sachez qu'il y a une large partie de la cour qui est accessible au public en dehors du temps scolaire. Ah oui, et qui est muni effectivement d'aires de pique-nique dont les familles peuvent bénéficier. Donc une table qui est d'ailleurs accessible aux personnes à mobilité réduite. Alors, c'est ici la question du revêtement perméable, effectivement, de la question de l'eau qui a été considérée comme une ressource. Alors, nombre d'études ont été faites par rapport à l'optimisation de l'eau dans ce projet. Le résultat permet une meilleure infiltration des eaux pluviales et donc participe de la recharge des nappes phréatiques, de la réduction des phénomènes de ruissellement qui étaient évoqués tout à l'heure. Et finalement, l'ensemble de ces éléments participent à la restauration du cycle naturel de l'eau. Ici, à l'image, nous avons le petit jardin pédagogique qui est alimenté par une cuve qui est raccordée à un des bâtiments, à la toiture d'un des bâtiments. C'est une cuve qui fait 1000 litres. Alors, c'est plus un usage finalement pédagogique qu'autre chose sur l'importance de l'eau et de l'économiser. Mais c'est l'ensemble du projet, évidemment, qui amène toute la portée sur les questions d'adaptation et de transition. Alors, une palette végétale, bien évidemment, adaptée en Occitanie, avec l'expérience aussi des dernières années, puisque effectivement, les végétaux qu'on a plantés sur la cour Jules Ferry sont les mêmes à l'échelle du territoire de la ville de Colomiers. Donc, je vous l'ai dit, 140 arbres plantés, plus de 40 arbustes. Et 900 vivaces, on a conservé aussi des massifs fleuris en vivaces, notamment, enfin, que ce soit dans la cour ou dans la partie côté public, week-end et vacances scolaires, puisqu'un aménagement a été formalisé pour faire une entrée publique avec
l'arrivée sur un joli massif de vivaces. On voit sur la photo la plantation du 155e marbre avec Madame le maire, Martine Berry-Seven, Sophie Bibidi qui sont présentes, et puis évidemment tous les enfants de Jules Ferry. Donc c'était une symbolique pour planter voilà, le dernier arbre du projet. Je me permets juste de vous demander d'accélérer un petit peu, s'il vous plaît, pour quelques Si, minutes, garder 1 ou 2 minutes et puis pouvoir passer à l'autre retour d'expérience. oui, Merci. effectivement, on va accélérer. Donc, du coup, voilà, c'est un projet ambitieux qu'on a réalisé on faisait le focus sur Jules Ferry, mais qu'on a décliné effectivement sur d'autres écoles beaucoup plus petites et également des maternelles. Oui, alors le projet Dessine-moi ta cour, un des axes était aussi qu'il soit modélisable et qu'il puisse être décliné dans les autres groupes scolaires de Colomiers. Alors, vous voyez ici une école maternelle qui s'appelle Jean Massé, beaucoup plus petite, qui fait 2000 mètres carrés et dont le projet a été fait en régie. Donc, c'est possible aussi de le faire sans avoir, parce que forcément, on reviendra sur le coût de tous ces aménagements, mais il est possible de le décliner et de le faire en régie à un coût beaucoup plus raisonnable. Mais c'est toujours bon, là, c'est une école maternelle, donc forcément, faire participer les élèves, c'est beaucoup plus difficile. En revanche, sur le même principe, toutes les équipes enseignantes ainsi que les équipes municipales à la haie, à Tsem, ont été partie intégrante du projet. Sur cette école ont été des imperméables. On arrivait toujours sur le même principe, c'est-à-dire que l'objectif minimum, c'est 50% de désimperméabilisation. On sait très bien aussi que des fois, il faut aussi laisser comme vous avez pu le voir sur Jules Ferry, eh bien, le passage des équipes de secours. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, non. Il y a quand même des contraintes à respecter. Il y a des contraintes aussi de canalisation. Enfin bon, il y a quand même des effets. Mais c'est déclinable sur pratiquement toutes les cours. Là, vous avez la même chose sur l'école élémentaire Lamartine, où là, vu l'année 2023, qui était très chaude, vous pouvez le voir, désimperméabilisé tout un côté d'une cour qui était très, très, très minérale et où on a, dans le même principe, fait des espaces apaisés, des espaces où on peut jouer dehors avec des bancs. Voilà. Et la plantation d'arbres qui sera faite après sur cette. Alors, pour le financement, effectivement, du projet Jules Ferry, on a été accompagné par les financeurs. La recherche de financement et de subvention, donc, a été les prémices du projet pour savoir un petit peu dans quelle direction on pouvait aller et ce qu'on pouvait prétendre avoir. Donc, on a répondu à 2 appels à projets au niveau de l'Agence nationale du sport qui finançait 5000 équipements dans le cadre des JO 2024 et puis l'agence de l'eau à Dour-Garonne, donc qui nous a financé 80%. Alors c'était un projet co-conjoint avec la région, 50% de l'agence de l'eau et 30% de la région. On a été financé à 80% des dépenses éligibles du projet. Et donc vous avez le décompte. On a eu avec une participation, un autofinancement de 311 000 euros. Et on arrive à un projet à 747 000 euros. Vous avez donc 2 photos de l'inauguration qui a eu lieu le 14 juin dernier, en même temps que la fête de l'école. Voilà. Et les 60 ans aussi de Jules Ferry. Donc on a tout groupé, en fait, c'était la fête le 14 juin. Voilà. Voilà, nous en avons On a terminé. accéléré. Merci. Merci beaucoup. On voit qu'il y a une question déjà dans le chat. N'hésitez pas, tous les participants connectés, à mettre vos questions dans le chat. Alors, la première question, c'est une question qui intéresse beaucoup, à mon avis, beaucoup de monde. Comment gérez-vous la propreté des locaux suite au passage éventuel des enfants dans les terres boueuses? Voilà.
C'est toute la dimension de concertation qui a été évoquée tout à l'heure. Effectivement, le projet a été co-construit de bout en bout avec l'ensemble des parties prenantes, dont les enfants, la communauté éducative, l'inspection académique, le comité de quartier, le conseil citoyen, et finalement les parents d'élèves, parce qu'effectivement, on rentre aussi un petit peu plus sale à la maison quand on a une cour qui est différemment végétalisée. Toutefois, ces questions-là, au regard des enjeux et au regard de cette cour renouvelée, ils sont finalement acceptés parce que la concertation amène ce facteur d'acceptabilité et le nécessaire finalement le changement dans lequel on crée ce type de projet. Alors, il y a une deuxième question. Pardon. Je disais, les enfants étaient acteurs du projet et du coup, ça facilite beaucoup les choses. Merci beaucoup pour la réponse. Il y a une deuxième question sur les coûts en régie pour les autres écoles. Quels coûts pour les autres cours gérés en régie? Voilà. Merci pour la précision. Alors, sur la maternelle Jean Massé, effectivement, on a désinternalisé la moitié de l'école, 50%. On est à peu près. Donc, en régie, alors, sur la partie aire de jeu, on a fait la réalisation, l'achat de la structure sur les marchés villes. La partie décroutage sur les marchés VRD, voire les réseaux divers sur les marchés villes, par la même façon. Et la partie espace vert donc, a été fait en régie. Au cumulé, quand on reprend le ratio de la désimperméabilisation des 50% de la cour, on arrive à 60 € TTC du mètre carré. Donc, on est sur un très bon ratio. Pourquoi? Parce que la force de la régie d'une municipalité, c'est de faire avec la ressource du service et puis ne pas avoir effectivement les coûts des études d'une éventuelle maîtrise d'œuvre. Merci beaucoup pour la réponse, c'est vraiment très intéressant. Du coup, on a encore une autre question. Le fait d'ouvrir une partie de la cour au public, c'est quand même assez hyper intéressant aussi. Mais est-ce que en dehors du temps scolaire, est-ce que ça ne pose pas des soucis d'entretien? Alors, c'est pareil, ça a été abordé lors de la concertation et on a été dès le début dans le partage. La question du fonctionnement de l'exploitation finalement de cette partie cour-parc a été évaluée. On a intégré, nous, dans nos équipes de jardiniers du centre-ville, dont fait partie Jules Ferry, de faire systématiquement un passage le lundi matin à 8 h avant l'ouverture de l'école à 8 h 40. Un tour de contrôle. Oui, c'est ouvert le week-end et les vacances scolaires. Donc, tous les lundis matins, c'est dans les habitudes, les jardiniers passent le lundi matin. Ça peut durer 15 minutes juste pour contrôler. Si ça nécessite un peu plus d'entretien, ramassage des déchets, les corbeilles, le vidage des corbeilles, évidemment. On a 3 corbeilles sur cet espace. On déborde un petit peu sur le temps scolaire, mais l'ouverture de l'école à 8 h 40 se situe de l'autre côté de la cour. Donc, ça permet aussi aux jardiniers de terminer leur mission sur la partie cour-parc et de partir, de laisser l'état, puisque la première, alors il faut savoir que la clôture séparative entre les deux espaces est ouverte ou fermée en fonction de l'organisation de l'ALAE, donc du périscolaire et de l'école. La première récréation étant à 9 h 30, d'ici là, on a ouvert la cour de l'autre côté dans un état satisfaisant, propre. On est toujours sur forcément la plus-value de la concertation, mais on pense aussi que cette appropriation par les élèves, mais aussi les plus grands peut-être qui précédemment avaient fréquenté l'école, participe du respect de ce site renouvelé, malgré le fait qu'il y ait effectivement aujourd'hui de nouveaux usages et un public en plus grand nombre qui viennent. On ne constate pas de déviance par rapport à ces nouveaux usages. Et on pense humblement que la concertation participe aussi de ces éléments. Parce qu'on est aussi sur les quartiers, à Colomiers, vous avez des maisons citoyennes qui créent du lien au niveau des quartiers. La présentation du projet a été soumise au
à la maison citoyenne rattachée à Jules Ferry. Donc, on a vraiment ciblé vraiment tous les habitants du quartier. On a communiqué vraiment de manière large pour inviter au respect et à l'adhésion du projet derrière. De toute façon, excusez-moi, mais je pense que pour réussir un projet comme ça, forcément, c'est si on n'embarque pas avec nous les habitants et tous les usagers, ça ne fonctionne pas. Et à partir du moment où tous les habitants, les usagers et les écoles sont partie prenante de ce projet, forcément, ils font énormément attention à ce qui se passe. Les enfants ont aidé à planter sur les arbres, donc voilà, c'est quelque chose. Les petits le font, donc les grands vont le protéger aussi. Alors, j'ai vu passer la question qui ouvre et qui ferme Oui, l'espace. voilà, j'allais dire, ouais, peut-être on prend cette dernière question avant de passer au deuxième retour d'expérience. Alors, ce sont nos collègues du service des sports qui ouvrent les plateaux sportifs. Alors, il faut savoir qu'à Colomiers, c'est la politique de la ville, hein. Tous les plateaux sportifs attenant à un groupe scolaire sont ouverts les week-ends et les vacances scolaires. Donc, vous avez un agent du service des sports qui réalise l'ouverture le vendredi soir et fermeture le dimanche soir. Mais ça, c'est déjà un agent qui le faisait avant sur tous les plateaux sportifs de Colomiers. On en a 5. Voilà, il y a 5 écoles, donc 5 plateaux sportifs qui sont gérés de la même manière. Donc Jules Ferry est un de plus. Ok, merci. Donc, on voit bien là quand même une solution d'adaptation au changement climatique fondée sur la nature, alors sur différents sites, mais on a bien les co-bénéfices qui font partie des critères de ces solutions. Alors, c'est intéressant de voir effectivement le sport, l'aménagement paysager, la réduction des îlots de chaleur. Mais c'est vrai que l'apprentissage et l'amélioration de l'apprentissage, c'est quelque chose que j'avais moins entendu et c'est très intéressant de voir que du coup, quand on embarque les enfants, leurs parents et les membres du quartier, il y a aussi cette dimension-là avec en plus une amélioration de la vie du quartier sur une cour parc. Donc, merci beaucoup pour ce retour Et d'expérience. juste pour compléter, parce que c'est des retours qu'on a eus très récemment, le retour en classe, alors sur la partie cours, la diminution des conflits a été nettement remarquée. Et le retour en classe, comme ils se sont défoulés dans la cour d'école et ils ont pu participer à plein d'activités, le retour en classe est plus calme aussi. Alors, on fera une évaluation ou un an des projets. On fera une évaluation au mois de juin 2025, hein, c'est prévu dans l'évaluation des comportements, mais à chaud, c'est des retours qu'on a récemment. Merci, c'est intéressant en fait. Oui, sérénité retrouvée avec une cour végétalisée, c'est chouette. Bravo à vous pour ces actions-là. Je vous propose sans transition de passer à l'autre retour d'expérience qui concerne une collectivité de l'Hérault, Monsieur Coéclin. Est-ce que vous pouvez partager votre diaporama pendant que j'introduis le fait que là on va parler de restauration des berges du Lez et que vous aussi avez par le passé mis en œuvre des actions de désimperméabilisation et végétalisation de cours d'école. Et puis, vous continuez sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, là, plus autour de la gestion de cours d'eau. Et c'est ce que vous allez nous expliquer maintenant. On ne vous entend pas. Alors, on n'a pas le son pour l'instant. Tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. On a bien le diaporama et le partage d'écran, mais on n'a pas le son. Sinon, peut-être que tu peux partager ton écran, Cécile, si ça... Je sais pas. Ça va fonctionner. Est-ce que vous nous entendez? Je crois que... partager mon écran. Ah, Alors, voilà. là, vous m'entendez? Oui. Ok, il faut que je mette la vidéo. Sinon, vous ne m'entendez pas sans la Ah, vidéo. d'accord. Ah, bon. Bon, bah oui, c'est comme ça. Alors, on refait le partage.
Et là, vous m'entendez? Oui, oui, on entend. Il n'y a pas de souci. Et on voit Vous aussi. m'entendez plus? Si, Ah, si. parfait, ok. Bon, là, c'est parti. Parfait. Et donc, voilà, je vais vous montrer ce Ah, qu'on par a contre, fait le donc, son n'est... sur un parc qui se situe vraiment dans la ville. Donc, ah, mais ça, je peux rien faire parce que mon téléphone, je ne peux pas faire plus. Et là, vous m'entendez mieux? Oui, Oui. ça Oui, va peut-être couper la... Je sais pas là. ouais. Ah oui, non, la vidéo, c'est pas Je possible. vais parler doucement alors. Oui. Alors, en haut à gauche, vous avez donc c'est le centre historique de la ville, qui est tout près de l'image en haut à droite, qui est le parc, là, enfin l'espace hein, qu'on a requalifié dans un parc, en fait, en préservant la ripisylve du Lèze, hein, qui est une zone en partie Natura 2000. Donc, vous avez deux images en bas de cette zone. Voilà, et donc on se situe dans cette zone. Je vais vous présenter un peu le panorama global pour vous montrer qu'on est vraiment dans la ville. Donc le Lèze, en fait, le Lèze, c'est un fleuve côtier, donc on est à peu près dont la source est à peu près 20 km de la mer. C'est une résurgence, hein, c'est un peu particulier. Donc vous voyez en haut à gauche de la première photo le démarrage de la résurgence. Et donc le fleuve, il coule là le long et il rentre. Tout ça, c'est très urbanisé, hein, puisque là, toute cette zone-là, c'est le centre de Montpellier. Donc là, il y a à peu près 100 000 habitants. Et Castelnau, il y a à peu près 25 000 habitants. Et puis après, il y a d'autres communes. Ouais, donc c'est très urbanisé. Et ce fleuve, il va traverser la ville de Castelnau ici. Et en fait, vous avez l'impression que c'est plat. Mais en fait, pas du tout. Euh, c'est une cluse. C'est-à-dire que là, il y a une falaise à peu près de 50 mètres de haut que le Lez va traverser, non sans mal. Et après, il s'écoule sur la deuxième partie, donc sur la partie plus en plaine, pour arriver jusqu'à Palavas-les-Flots et jusqu'aux étangs, en fait. Voilà, donc c'est un fleuve très capricieux, puisqu'en fait, on a des montées quand il y a des grosses pluies, donc il y a le ruissellement, mais il y a aussi la résurgence qui peut tout d'un coup, les débits peuvent augmenter de façon très très importante. Et on a des fois au niveau on peut avoir deux ou trois, jusqu'à 4 mètres de montée de l'eau en quelques heures en fait, sur les parties les plus étroites. Pour vous expliquer comment ça se passe, vous voyez sur cette zone-là, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, là le Lez il fait une courbe. Donc là c'est la commune de Latte qui fait à peu près aussi 15 à 20 000 habitants, dont un tiers de la ville est en zone inondable. Et en fait, il y a eu une déviation qui a été faite pour que l'eau du fleuve puisse s'écouler quand il y a des super inondations, ce qui arrive de plus en plus périodiquement. Voilà, donc ça c'est le contexte. Et voilà le Lèze. Donc là c'est en hiver, donc vous voyez, il y a pas mal d'eau, il y a pas mal de seuils qui sont faits pour réguler un peu ce fleuve. Et en été, en fait, il n'y a quasiment pas d'eau qui coule. Il y a juste un tout petit débit qui est entretenu. Voilà. Beaucoup de biodiversité. Il y a une espèce de poisson endémique en amont du côté de la résurgence. Et là, vous voyez, donc c'est une ripisylve classique avec pas mal d'espèces. Donc il y a de tout, faune, flore, qui sont présentes. Voilà. Le projet, donc, il est vraiment, je vais vous montrer exactement, voilà, c'est le parc entre les deux ponts. Donc, il y a un pont sur lequel il y a le tramway qui passe et il y a une deux fois deux voies qui passe et l'autre qui est le parc, donc, qui est en prolongation de cette zone Natura 2000, enfin, en partie Natura 2000. Voilà, et donc là, vous avez dans cette zone urbaine, vous avez près de 25 000 habitants. Hein. À l'origine, voilà, c'était comme ça, c'était une zone délaissée, hein, puisque c'était une zone en fait, qui était régulièrement inondée, donc il n'y avait rien du tout dessus, avec juste cette partie-là donc qu'on a été obligé de conserver, qui est euh, une zone pour le réseau d'assainissement, en fait, une zone de pompage, de repompage du réseau d'assainissement. Et tout ça, c'était la façon dont était le terrain. Et puis ensuite, il y a eu un épisode puisque juste à droite hein, de cette voie de voiture, il y a eu un gros ensemble d'immeubles qui ont été construits.
avec à peu près 1000 logements. Et en fait, le parc, donc vous voyez en vue aérienne, il a servi de parking pour, au moment de la construction. Ils ont tout, tout occupé avec des graviers et ils ont aligné tout le matériel. Ça a duré 2 ans. Donc voilà, on part et on a essayé d'en faire un espace propre pour la biodiversité. Donc voilà, vous voyez le bâtiment construit là. C'est pas l'Arbre Blanc de Montpellier, mais ils ont voulu faire un peu pareil. Donc c'est tout ça qui a été construit. Et on a récupéré le parc voilà, tel qu'il est actuellement. Donc là, c'est en été, donc c'est pour ça que c'est tout jaune. Et donc avec des espaces récréatifs. Donc là, c'est les petits toboggans pour les enfants. Et puis l'idée, c'est de préserver au maximum la ripisylve du lèse. Voilà. Donc c'est ça le- l'essentiel du projet. Donc l'essentiel du projet, on va le voir, c'est d'essayer de travailler sur le transect entre la ripisylve et le lèse, donc en zone nature, pure nature, et la partie très urbanisée ou très anthropisée sur le long, enfin, plus on se rapproche de la ville. Total de la largeur, ça fait ici, on doit avoir 50 mètres et au total, là, on a peut-être 150 mètres, hein, donc c'est pas un très très grand espace, hein, voilà, c'est un petit espace. Et c'est ça qu'il fallait gérer. En fait, cette gestion de la biodiversité, c'est une multitude de petits choix. Par exemple, ici, donc les services techniques voulaient absolument avoir une zone pour pouvoir faire passer leurs camions, pour pouvoir entretenir les arbres et aussi le dessous des ponts. Euh, et donc, au début, ils voulaient faire une grosse route tout du long dans tout le sens du parc. Et donc, en négociant, en fait, on a fait un enrobé léger sur la partie la plus proche de la berge. Et là, on a un enrobé qui est plus lourd, donc avec un soubassement qui est plus lourd pour faire passer des outils éventuellement de chantier qui sont plus lourds. Voilà, donc ça fait partie des petits choix. C'est une multitude de petits choix, avec toujours en tête hein, les questions de biodiversité et les questions de à quel endroit on positionne les différents espaces. Euh, voilà, je vais passer à la diapo suivante. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Donc, la première chose qui a été faite, c'est donc vraiment la logique, c'était biodiversité, hein. Si on avait voulu faire quelque chose, adaptation au changement climatique, hein, pur et dur, en fait, la meilleure option, ça aurait été de mettre des peupliers partout. Là, on aurait fixé le maximum de carbone et on aurait probablement eu une évapotranspiration, donc diminuer la température, comme il y a l'eau du lait qui est pas loin, de façon la plus importante. Mais en fait, on aurait détruit une partie de la biodiversité qui est présente, qui est justement la diversité de ces espèces. Donc la première chose, ça a été de mettre tous les espaces récréatifs sur le côté, le long de la route. Avec donc là, vous revoyez les petits toboggans. Là, il y a un petit parc pour les enfants plus petits, avec des petits jeux d'enfants. Et puis un peu plus loin, vous voyez pas, il y a un petit boulodrome pour les plus âgés, où ils peuvent aussi, qu'ils peuvent utiliser. Et de faire un accès, voilà. Donc ça, c'est un premier choix. Et donc après, de laisser une zone de transition plus difficile, justement, pour pas faire le cheminement le plus près possible du lèse, mais vraiment en retrait, et laisser une zone piéton. Voilà, ça a été le choix majeur. Ensuite, sur la ripisylve proprement dite, on a beaucoup travaillé avec le GEMAPI pour savoir quels arbres on allait enlever parmi les espèces invasives, parce qu'il y a plein d'espèces hein, qui ne sont pas intéressantes, et lesquelles on allait laisser. Donc, on a fait des petites coupes et dans la ripisylve pour favoriser donc, les espèces les plus intéressantes d'un point de vue de la biodiversité. Moi, je ne vous donnerai pas tous les noms. Voilà, et éliminer justement, par exemple, il y a des peupliers un peu, enfin, qui ne sont pas forcément très intéressants, qui prennent un peu de place. Ensuite, l'autre idée, c'est de rendre l'accès aux berges un peu difficile.
Donc ça, c'est les services techniques. Ce qui les intéressait en premier lieu, c'est de faire comme un parc. Donc ils étaient prêts à mettre des bancs et des tables de pique-nique le plus près possible du Lez pour que les gens profitent, hein, de la vue du Lez. Là, c'était une petite bataille pour leur dire non, non, il faut au contraire que ça soit reculé parce que sinon, on va retrouver des canettes, des mégots, etc., sur la piscine. Donc là, on est voilà, sur l'espace qui est le plus anthropisé, proche de la berge. Il faut faire des concessions. Et le reste, on a laissé la végétation, comme vous voyez sur la photo du milieu, pour que l'accès à la berge soit quasiment impossible. C'est de la broussaille, difficile. Voilà. Donc en fait, on a toujours ces usages, la vision de la nature, hein, parce qu'on parle de solutions pour la nature, est très différente. Pour beaucoup de gens, soit il faut juste la regarder, donc surtout on n'y va pas. Soit, au contraire, il faut la maîtriser. On est plutôt, voilà, là, c'est les pêcheurs qui ont envie de venir au bord du Lez, ou les gens ont juste envie de venir au bord pour jeter deux, trois cailloux dans l'eau pour faire des ronds. Voilà, donc c'est tous ces petits aspects-là qu'il faut gérer. Ça, voilà. Ensuite, l'autre point, ouais, que je voulais souligner, c'est qu'en fait, on parle de solutions pour la nature, mais en fait, la biodiversité, c'est un élément que les gens n'ont pas du tout en tête. C'est-à-dire que euh, là, par exemple, donc c'est ce que je disais, la majorité des gens, pour eux, la nature, on doit la regarder en fait. Et donc, ça, c'est le genre d'aménagement. Donc, on a un autre endroit, hein, sur une autre partie du Lez, que tout le monde aime bien en fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, justement, donc, on retrouve des déchets dans le fleuve du fait, de ce type d'aménagement. Et puis, en fait, ça détruit beaucoup la berge parce que les piliers, vous voyez, qui sont là, dès qu'il y a de l'eau qui monte et un peu de tourbillon, en fait, ça creuse la berge. Donc, on a des situations qui sont pas très faciles. Donc, il vaut mieux, c'est ce qu'on a fait là, vous voyez, replanter des choses qui vont rendre l'accès, en fait, impossible et à la berge. Donc c'est le choix, hein. Qu'est-ce que je dois voir? Comment je me situe par rapport à la nature? Là, c'est pareil, il y a un autre exemple, un autre endroit. Donc là, ma logique, c'était de vouloir que les enfants ils puissent aller patauger un peu dans l'eau, puisque là, c'est pas trop dangereux. Le courant est pas trop fort en temps normal, puis c'est à peu près plat. Et ça, pareil, salir et pas se mouiller. Et donc, on a travaillé, oui, on a été quand même une petite palacette pour que les gens puissent regarder sans se mettre dedans. Et puis on a restauré avec Gemapi, hein, on a cet espace-là pour refaire en sorte qu'il y ait des espèces qui poussent. Mais on va essayer, à terme, on va enlever les fils, enfin, normalement, pour permettre aux gens et surtout aux enfants d'aller patauger un peu et puis de s'approcher peut-être des canards et puis de regarder les poissons qu'il y a dans l'eau. Voilà. Après, là, on voit pas très bien sur cette photo pour montrer la richesse de la biodiversité qu'il faut protéger dans certaines zones. C'est que là, il y a des prêles, en fait. Donc, enfin, c'est une espèce un peu rare dans cet écosystème. Donc, on a toute une petite zone où il y a des prêles qui se sont développés. Donc là, on a mis des ganivelles pour éviter que les gens marchent sans se rendre même compte qu'ils sont en train d'écraser des choses qui sont un peu emblématiques. Et donc, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que la biodiversité, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il faut à la fois travailler sur la partie écosystème, donc ripicile, mais après, c'est plein de petits détails. Quelles espèces je mets, comment je gère des petits bouts comme ça, comment je laisse de la broussaille, alors ça fait un peu désordonné. Voilà, tout ça dans un parc. Donc, je vous remonte la photo, la diapo du début, tout ça dans un parc, vous voyez, qui est extrêmement urbanisé. Et donc, c'est pour ça que toute cette zone-là, on ne peut absolument pas accéder à la berge. Il y a juste ce petit bout là que vous avez vu en photo où on peut s'approcher de la berge. Voilà, c'était l'essentiel des choses que je voulais dire. Après, il y a d'autres choix qui ont été faits. On a décidé que le parc ne serait pas éclairé, donc en fait, il n'y a pas du tout de lumière. Donc la nuit, c'est un espace complètement, voilà, et qu'il n'est pas fermé, hein, parce que c'est le bord de la rivière, donc il n'y a pas de barrière. Et donc là, il faut gérer aussi éventuellement les gens qui viennent dormir, hein, dans le parc. Donc
Voilà. Et donc, bah, c'est une gestion, hein, pareil, il faut gérer les déchets qui sont présents, évidemment. Et, et ça, c'est ça le plus compliqué. En fait, il y a beaucoup d'ingénierie, donc ingénierie technique, de questions de biodiversité, et puis d'ingénierie sociale, hein. Comme ça a été dit tout à l'heure, je pense que ça, c'est tous ces projets-là. Il faut vraiment du participatif, expliquer aux gens, et puis expliquer aux différents groupes usagers qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce parc ou ne pas faire dans ce parc. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant de se rendre compte de la complexité et des multiples petits choix à réaliser en faveur de la biodiversité pour que, du coup, cette gestion du lèse puisse contribuer à être une solution euh, fondée sur la nature au vu de ce contexte inondable et du coup de la surfréquence aujourd'hui des inondations autour de ce cours d'eau. Euh, Il y a une donc, première question dans le chat, ouais. Cécile. Peut-on connaître le coût du projet d'aménagement? Alors justement, comme j'ai vu que tout le monde posait des questions de coût, j'ai essayé de rechercher, j'ai pas trouvé le coût exact. En fait, on a Même bénéficié, approximatif. Ouais. c'est pas très cher. On a bénéficié du fait que comme c'était une sortie de chantier, en fait, ils devaient remettre en état le parking. Et donc, on n'a pas payé du tout le décroutage, l'enlevé des graviers, etc., etc. Et en plus, on leur a demandé un certain nombre d'aménagements à faire. Donc, voilà. Après, il y a la partie, ce qui coûte le plus cher, c'est la partie VRD, en fait. Et la partie VRD, elle n'est pas vraiment dans le coût du projet, puisqu'en fait, c'est une exigence des services techniques pour euh, entretenir, je dirais, le parc ou pas, où on aurait fait n'importe quoi, et de toute façon, il fallait sous les ponts et pouvoir entretenir sous les ponts. Donc, c'est pas vraiment dans le coût du projet. Sinon, le coût strictement dit de l'aménagement, donc des petits aménagements et aussi de l'ingénierie écologique, on est de l'ordre de 150 000 euros. On a payé 100% directement la ville parce que c'était trop compliqué d'avoir des subventions pour ça. Enfin, on voulait faire ce qu'on voulait, ce qu'on avait envie, donc on l'a fait directement. Mais c'est pas ça le coût. En fait, c'est plutôt le coût, je dirais, le coût de l'acceptation sociale, quoi. Parce qu'on avait forte pression pour avoir un parc, un vrai parc, hein, bien Mm. carré, etc., etc. Ensuite, de l'autre côté, je vous dis, les services techniques, c'était la vision, il faut qu'on puisse travailler correctement, etc., etc. Donc, c'est vraiment plus le temps, je dirais, Concertation. d'été, ouais, de concertation et voilà, et puis de réunion avec. C'est ça le coût. Enfin, je pense que tout le monde s'en rend bien compte voilà. Après, le coût financier, c'est pas démesuré, quoi. Un autre enseignement aussi de se dire effectivement quand il y a un gros aménagement comme celui de la construction de ces complexes d'immeubles autour, de prévoir s'il y a un espace naturel ou en tout cas un espace qui peut faire l'objet d'une solution fondée sur la nature, de bien le prendre en compte et de voir à identifier là où il peut y avoir un accompagnement comme là pour la sortie de chantier, pouvoir bénéficier justement des travaux à moindre coût et enchaîner ensuite sur le génie écologique. Oui, tout à fait. Surtout que on a l'impression que ça va leur coûter cher, mais comme ils ont déjà les machines qui sont là, enfin les outils ou les camions, que par rapport au budget, là, ils ont quand même construit 1000 logements, donc c'est ridicule pour eux, quoi. Donc, on peut leur demander le modelage du terrain, c'est rien du tout pour eux, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que on a d'autres questions dans le chat? Pas pour le moment. Pas d'autres questions? Alors, on a dépassé de 10 minutes avec nos petits aléas connexion, soucis techniques. Donc, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je vais repartager mon écran, du coup, Monsieur Coëclin, si vous pouvez Oui. Ah oui, départager départager. Mais justement, je le cherche vôtre. désespérément Alors, je ne sais pas si que j'ai C'est perdu moi. le zoom. Ah, c'est là. Ok, voilà.
Attendez. Euh, Ça Voilà. fonctionne, Ça Cécile. fonctionne. Ouais, Donc, parfait. Bravo. juste ben, vous rappeler que on a d'autres webinaires qui vont avoir lieu le 13 mars et le 15 mai sur les sujets suivants. Être accompagné dans le projet biodiversité, ça concerne le financement de l'ingénierie technique. Et puis un autre sur s'adapter avec la nature, mais ce en milieu agricole. Aujourd'hui, on s'était plutôt focalisé sur le milieu urbain, donc parc urbain et cours d'école. Donc, on aura ces deux webinaires, on vous relancera et on vous réinformera hein, des programmes plus détaillés, mais n'hésitez pas d'ores et déjà à peut-être les caler dans l'agenda. Euh, Ensuite, ben, on va vous envoyer là un petit questionnaire de bilan sur ce webinaire dans le chat si vous voulez prendre le temps d'y répondre pour nous aider à toujours nous améliorer dans l'organisation de ces webinaires et puis dans leur contenu. Et puis, on vous enverra évidemment aussi tous les supports et puis une fiche ressource qui relèvera un petit peu des réponses aux questions que vous avez posées, mais aussi des petits focus qu'on aura pu faire en termes de contenu technique et financier, puisque des questions ont été posées sur les coûts lors de ce webinaire. Donc, il nous reste à vous remercier pour votre participation et puis vous dire à bientôt avec un merci tout particulier à la ville de Colomiers et à celle de Castelnau-le-Lez pour leurs interventions très intéressantes.